Il y aura un avant et un après Yom HaZikaron 2020. Cette journée, en mémoire des soldats tombés sur le champ de bataille des victimes du terrorisme, sera particulière. Pandémie du Covid-19 oblige. Les Israéliens ne seront pas autorisés cette année à se rendre aux cimetières civils et militaires. Cette journée sacrée qui sert d'union à tous les Israéliens pour se recueillir sera unique. Chacun chez soi, chacun avec sa peine. Émission spéciale défense autour de plusieurs invités, des familles de victimes, des amis, ceux qui sont là pour perpétuer la mémoire de ceux et celles qui ne sont plus là. Et pour commencer cette émission, deux invités particuliers dont le destin finalement les rassemble. Nous allons parler de la guerre du Liban, de la seconde guerre du Liban, celle qui a éclaté en juin 2006. Exactement, 2006, le Hezbollah enlève Ehud Golwasser et Eldad Regev. Côté israélien, 122 soldats meurent, 44 civils. Je dis bonjour d'abord à nos invités. Monsieur Zerbib, bonjour, vous êtes le père de Yohan, qui est tombé sur le champ de bataille. Et Yoni Shedboun, eh bien, vous êtes lieutenant-colonel de l'armée israélienne. Le destin vous rassemble parce que vous, monsieur Zerbib, vous avez perdu votre fils. Yoni, vous avez perdu votre officier et un ami sur le terrain des combats. D'abord, j'aimerais donner la parole à monsieur Zerbib parce que vous êtes confiné, vous êtes à Paris, vous ne pourrez pas cette année vous rendre en Israël pour rendre hommage à Yohan, votre fils. Bonjour. Effectivement, cette année, nous sommes confinés à Paris comme la moitié de la planète. Si je peux m'exprimer ainsi, je pense que c'est vraiment la moitié du monde qui est bloqué dans les appartements. Donc cette année sera une année vraiment particulière dans la mesure où pour la première fois, non pas pour la première fois, désolé, pour la seconde fois, je ne serai pas auprès de tous les soldats qui ont accompagné mon fils durant la seconde guerre du Liban et qui viennent très régulièrement, qui sont là tous les ans. Je ne serai pas à leur côté, eux non plus d'ailleurs, à cause de ce confinement et de ce virus. Yohan est parti très tôt, 18 ans, il a passé son bac, il a passé son bac à Yavne, école juive. Avant Yavne, il a fréquenté une école que je dirige actuellement, petite école de 250 enfants qui est à Montrouge, dans la communauté juive d'ailleurs de Joël Mergui, qui est président du consistoire. Donc Yohan a fait ses études, est parti très tôt à l'âge de 18 ans, juste après son 18e anniversaire, il est parti en Israël avec la volonté d'une part de s'intégrer et d'autre part de faire une carrière en Israël. Et très tôt, il m'a dit, écoute, la meilleure manière de m'intégrer dans ce pays, de connaître ce peuple, de connaître ses mentalités, cette mentalité, c'est de faire l'armée. Et donc, il s'est engagé assez tôt dans l'armée, enfin assez tôt, dès l'âge à 19 ans, il s'est engagé dans l'armée. Il a fait son service, il a fait ses classes, comme on dit, et puis est arrivée cette guerre du Liban. Et comme j'expliquais à Yoni tout à l'heure, il avait dans ses papiers qu'on m'a rendus malheureusement à la suite de son décès, un acte de démobilisation. Et en fait, quand le conflit a éclaté, il n'a pas voulu quitter ses amis avec lesquels il avait partagé tellement de moments intenses, tellement de moments forts. Et il leur a dit, c'est pas maintenant que le conflit va démarrer que je vais vous laisser tomber. Je ne vous laisse pas tomber, je reste avec vous. Donc j'ai retrouvé ce document et qui m'a vraiment déchiré le cœur, bien entendu. Mais lorsqu'on m'a retracé à la fois son vécu au sein de l'armée et ce qu'il a pu partager avec ses amis, parce que toutes les histoires abondent et arrivent après, je me suis dit, mais ces gens-là ne parlent pas de mon fils, c'est pas celui qui est parti de Paris, c'est pas celui que j'ai vu partir et qui avait un état d'esprit qui était totalement différent. Je veux dire, le partage, les valeurs, la solidarité, etc., c'est pas des choses qu'il avait au fond de lui, mais qu'il a acquis dans cette armée extraordinaire. Et vous voyez, moi j'ai un sentiment qui est très très fort, c'est
le fait d'avoir perdu un garçon, c'est beaucoup d'émotions et de peine, mais également une fierté énorme de savoir que mon fils a servi dans cette armée. Je vous vois réagir, Yoni Chedboun. Je disais, vous avez aussi une histoire particulière. C'est vrai que vous êtes aujourd'hui lieutenant-colonel de réserve de l'armée israélienne, mais votre ami, votre officier, Roy Klein, a sauté sur une grenade pour sauver les siens. Il a donné de sa vie et vous avez été le premier, en tant qu'officier de terrain, à aller chercher sa dépouille. Des moments terribles dans la vie d'un jeune homme. Ouais, en 2006, mon compagnon et mon ami Roy Klein, on était ensemble, il y avait une mission, on avait ensemble dans la même unité à Golani. Notre mission, ça a été d'attaquer le petit village dans le sud du Liban, Binjbel. Pendant cette bataille, il y avait beaucoup de feux et beaucoup de tirs partout. Il y avait des grenades qui sont tombées très proches de nous. Et il y avait un moment qu'il y avait une grenade qui a tombé dans un centre de groupe de soldats. Et Roy Klein, mon ami, mon commandant, il a compris que ça va exploser. Il a crié « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad » et sauté sur les grenades et sauvé tous les soldats qui sont été là-bas. Mais il n'a pas décédé immédiatement. Il a pris la radio, il a annoncé « Klein met ». Ça veut dire en français « Klein il va mourir, Klein il va mourir ». Et moi, je n'ai pas été là-bas. Moi, j'ai entendu dans la radio que cette déclaration, cette annonce de Klein qui va mourir, j'ai pris un groupe de soldats, j'ai rentré là-bas. Malheureusement, il a été déjà décédé, mais j'avais le mérite de prendre son corps et remplacer pendant cette bataille. Et dans cette bataille, on a réussi d'éliminer 40 terroristes de Hezbollah, mais en même temps, on a perdu 8 soldats. Et Klein, Asaf Namer, qui était soldat seul, Shimon Dan dans le sud, le voisin de Roy Klein dans le même quartier à Eli, à Michaï Merchavia, 8 soldats dans toutes les variétés de la société israélienne. Là-bas, dans cette bataille, j'ai compris c'est quoi le terme d'Achdout, unité, d'être unis. Et on a vu tous les soldats religieux, pas religieux, et pour moi, c'est ça Tzahal, c'est ça l'armée d'Israël. Quand vous entendez M. Zerbib qui dit que finalement son fils aurait dû être normalement tout simplement déclassé et rentré à la maison et a voulu combattre malgré tout, vous lui dites quoi? J'ai dit avant à M. Zerbib, c'est votre éducation. Moi, je crois que c'est l'éducation du judaïsme français, l'éducation d'Israéliens. C'est l'éducation de valeurs, de donner pour l'État, pour Am Israël. Et Yohan pour moi, et Yohan, Roy Klein pour nous, on a resté vivants. C'est le modèle des soldats israéliens. Dans le même temps, il est très simple et sensible, et dans la guerre et dans la bataille, très fort et très fort. Il sait qu'il a rentré, quand Yohan, il a rentré dans cette bataille à Randouria, et quand Roy Klein, il a rentré à Binjbel, il savait qu'il peut risquer sa vie pour l'État d'Israël, pour l'âme d'Israël, et c'est ça pour nous, c'est le modèle des soldats israéliens. Monsieur Zerbib, quelques secondes à peine, vraiment je suis désolé, mais quelques secondes pour dire finalement si vous aviez un message à lancer à d'autres familles qui ont perdu les leurs en ce jour de Yom HaZikaron à distance, ça serait lequel? Je veux dire qu'on soit ici confinés, chacun dans nos demeures ou qu'on soit tous réunis autour des caveaux, enfin autour des tombes des soldats, je veux dire, ça ne change rien. À la fois notre ressenti, notre motivation, notre peine, mais également ça ne change rien dans notre fierté de savoir que nos enfants, que ces soldats se sont battus pour une cause, se sont battus pour un pays, se sont battus pour que nous puissions, nous, continuer à vivre notre judaïsme, à vivre et
lever le bras le plus haut possible en disant nous sommes juifs et nous sommes fiers de l'être. Merci beaucoup, Yoni Shelboun, lieutenant-colonel de réserve de l'armée israélienne, qui a perdu son ami Roy Klein au cours de la Seconde Guerre du Liban, et Monsieur Zerbib, Gérard Zerbib, qui a perdu son fils Yohan au cours de la même guerre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, chacun de son côté, bien évidemment, Covid-19 oblige. Alors, on parlait des morts, des blessés, il y a aussi des centaines d'autres qui n'ont rien eu physiquement, mais qui sont choqués à vie par ce qu'ils ont vécu, ce que l'on appelle le syndrome post-traumatique. Regardez ce sujet tourné de l'un d'entre eux qui a vécu et qui a combattu pendant l'opération Bordure Protectrice en 2014. Un sujet signé Océane Nicole, on en parle juste après. Dan avait 21 ans lorsqu'il est rentré dans la bande de Gaza lors de l'opération Bordure Protectrice. Combattant de l'armée israélienne, il se bat pendant 3 semaines dans le territoire palestinien. La nuit du 20 juillet 2014, 8 de ses amis sont tués dans une embuscade, parmi eux Ron Shaul. La guerre se termine, Dan retourne dans sa base dans le nord du pays. T'es sorti, t'es pas blessé, tout va bien avec toi. Mais c'est des sentiments qui... C'est les bruits, l'odeur, t'as des colères, tu sais pas ce qu'il se passe. T'as des sentiments que t'arrives pas à les expliquer. Troubles du sommeil, cauchemars, excès de colère, brûlure d'estomac. Pendant près de 4 ans, Dan est en choc post-traumatique, mais n'en parle à personne, ni à ses amis, ni même à sa famille. À ce moment-là, tu veux pas en parler. T'as honte de ce qu'il se passe. Tu sais pas, tu comprends pas. Dan n'a reçu aucune aide psychologique de la part de l'armée ou du gouvernement. Et c'est finalement grâce à Cathy, une thérapeute spécialisée dans le traumatisme, que le jeune homme se soigne. Depuis plusieurs mois maintenant, ils parlent ensemble des souvenirs de l'ancien soldat. Pour des raisons liées à ce qui se passe dans le cerveau, en fait, on reste coincé chronologiquement à cet endroit-là. Et l'événement traumatique, s'il n'a pas été digéré, il peut dater de 1 an, ou de 5 ans, ou de 10 ans, ou de 30 ans. On va ressentir les mêmes symptômes. Après 8 séances, Dan accepte maintenant son traumatisme. Grâce à plusieurs exercices de respiration, il sait contrôler ses excès de colère ou de sensibilité. Une aide que le jeune Israélien de 26 ans recommande. Il faut arrêter de regarder comme ça si c'était un problème. C'est pas un problème, c'est quelque chose de logique que les soldats ils ont vécu. C'est une réaction logique après tout. Tu vois des choses, tu entends des choses, tu sens des choses. Que c'est pas normal qu'un enfant de 19 ans, 20 ans, il voit. Et quand tu parles pas de ça après, c'est pendant 20 ans après, cet enfant, il va continuer à le voir, à le sentir, à l'entendre. Et vivre comme ça, dans un quotidien comme ça, c'est pas facile, je ne souhaite ça à personne. Plus de 4 ans après l'opération Bordure Protectrice, Dan ressent de la colère, car les tensions entre la bande de Gaza et Israël n'ont pas cessé. Moi, je le sens comme un échec. T'es rentré dedans. T'as laissé des copains dedans. Si on rentre, on rentre pour quelque chose. Si l'État, si le gouvernement, il nous aurait laissé faire ce qu'on savait faire, peut-être on n'aurait sorti pas avec 8 morts dans notre compagnie, mais peut-être on aurait sorti avec 80 morts. Peut-être, c'est possible. Mais ces 80 morts, au moins on a su pourquoi ils sont morts. Pourquoi il n'y aura plus un missile qui part de Gaza. Mais aujourd'hui, j'ai 8 copains que je ne vais jamais les revoir et je ne sais pas pourquoi. On n'a pas réussi à faire ce qu'on a voulu faire. Près de 5 ans après son entrée dans la bande de Gaza et malgré la douleur, Dan n'hésiterait pas à retourner combattre pour l'amour de son pays. Et nous attend depuis la ville de Lyon la maman de Jordan Bensemoun. Il est tombé sur le terrain des combats au cours de l'opération Bordure Protectrice en juillet 2014. Josiane Bensemoun, merci de répondre à nos questions. D'abord, lorsque j'évoque la mémoire de votre fils, est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord qui était Jordan Bensemoun ? Oui, alors voilà, Jordan, c'était un enfant qui était pas... Comment reprendre tout ça en fait? C'était un jeune qui était très, très bien dans sa peau en France, mais qui avait quand même une envie, c'était de partir et de pouvoir faire son service militaire en Israël. Et donc pour cela et pour atteindre une unité d'élite, puisque c'est ce qu'il visait,
Il pensait qu'il fallait qu'il ait un bon hébreu, un bon niveau d'hébreu, et du coup, il a décidé donc de faire de rentrer en internat en Israël. Donc de quitter à 16 ans la France. Lorsque nous évoquions à l'instant 6 ans de cette guerre, Oui. Vous êtes où? Vous êtes où au moment où vous apprenez la nouvelle? Au moment où on apprend la nouvelle, moi je suis en France, hein, puisqu'on devait partir pour l'été. Et voilà, on est parti précipitamment, bien évidemment. Ce qui est particulier, c'est que lorsqu'on est en France et que le jour du souvenir du Yom HaZikaron intervient, vous venez chaque année. Oui. Vous venez chaque année en Israël pour vous recueillir. Oui, chaque année d'ailleurs, pas que pour ce moment-là, hein, puisque tout au long de l'année. Et bien évidemment, à l'époque de Yom HaZikaron, bien sûr, je suis en Israël, oui. Vous me racontiez hors antenne, et ça c'est assez particulier, que cette année vous aviez décidé finalement, pour des raisons qui vous sont propres, de ne pas réserver de billets pour venir en Israël, pour justement pour ce Yom HaZikaron. C'est assez particulier, c'est-à-dire que tout se mélange, confinement, isolement, et finalement, comme si vous l'aviez prévu à l'avance. Voilà, oui, c'est peut-être le hasard. C'est vrai que j'avais décidé dès le mois de septembre de pas venir pour donc Yom HaZikaron, et parce qu'en fait, je réalisais que depuis plusieurs années que c'était pas un moment d'intimité finalement, et puis que j'avais pas envie de rencontrer autant de monde que ça, sachant que ses amis et ses proches, j'ai plusieurs occasions de les rencontrer, et pas forcément à ce moment-là. Donc c'était un peu un mix de tout ça, et du coup c'est tombé comme ça. C'est vrai que c'est un hasard assez curieux. Vous dites ses proches, c'est-à-dire que vous avez de temps en temps le moyen de rencontrer ses anciens camarades d'armée? Ah oui, absolument, oui. Puis on est toujours en contact. J'ai ma fille qui est très régulièrement en contact avec un de ses amis par WhatsApp. Et puis nous, on les rencontre très régulièrement, c'est-à-dire qu'en dehors de Yom HaZikaron, bien évidemment, il y a l'été, il y a d'autres périodes où on a l'occasion de se voir, puisqu'il y a beaucoup d'événements qui sont produits à la mémoire de Jordan, et du coup, on a l'occasion de se rencontrer très, très régulièrement. Donc on ne s'est pas du tout perdu de vue. Il était dans quelle unité? Alors, il était dans l'unité Egoz. Donc, c'était une unité d'élite où il était très heureux. D'ailleurs, il a eu beaucoup de mal à y accéder. Et, enfin, il a donné tous ses moyens pour y accéder. Il y avait réussi, en fait. Merci, Josiane Ben-Semoun. En tout cas, généralement, les parents endeuillés me disent souvent que lorsqu'ils parlent de leur fils, de leur enfant, de leur fille, ils ont l'impression finalement de les faire vivre toujours. Est-ce que c'est votre sentiment aussi? Absolument, absolument, oui, parce que le fait d'en parler, c'est justement faire vivre l'enfant, faire vivre tout ce qu'il a fait. Et ça permet avec la famille, l'entourage, de perpétuer sa mémoire et de parler de lui, et justement en parlant de lui, c'est l'occasion, si vous voulez, qu'il soit toujours parmi nous et qu'il vive à travers nous. Merci Josiane Ben-Semoun d'avoir été avec nous dans l'émission Défense. Je remercie également Gladys Tibi du Libye France d'avoir permis également ce lien avec vous. Merci beaucoup. Et puis c'était le 23 août 2019. Il y a un attentat terrible à l'explosif autour d'une source d'eau où est un père, son fils et sa fille. Rina Schnerb décède de ses blessures. Le père et le fils sont grièvement blessés. Je vous propose de les écouter et ensuite nous prenons en direction du frère qui avait été blessé, Dvir Schnerb. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont sauvé la vie. Tout d'abord mon père, qui m'a sauvé la vie une première fois en bloquant l'hémorragie. Les équipes de Magen David Adom, qui m'ont sauvé une deuxième fois en me donnant les premiers soins sur les lieux de l'attentat. L'unité 669, qui m'a sauvé une troisième fois en me transportant rapidement à l'hôpital. Et l'équipe médicale de l'hôpital Hadassah, qui m'a sauvé la vie une quatrième fois en m'opérant et me soignant avec amour. Quand on est descendu de la voiture,
Dvir m'a dit, papa, interroge-moi, je suis en plein cours de secourisme, pose-moi des questions. Je me suis dit que c'était bien de gagner du temps, et je me souviens que nous avons parlé de la pulsion artérielle. Et pendant toute la route, depuis la voiture jusqu'au lieu de l'attentat, on a parlé de la façon de stopper une hémorragie. Dvir Shnerb, merci d'être avec nous. Vous avez été blessé dans cette attaque et d'ailleurs je dois vous dire toutes mes bénédictions parce que votre mère a donné naissance au 12e enfant de la famille, une fille, 8 mois après cette attaque où vous avez perdu votre sœur. Nous sommes très émus. Nous n'avons toujours pas réalisé. C'est une joie immense grâce à Dieu après une longue période où nous sommes concentrés sur ce qui nous manquait et ce que nous n'avions plus, sur la peine, la tristesse. Cette naissance nous donne la chance de nous occuper de ce que nous avons, de la prolongation de la vie, de la joie. C'est un vrai bonheur. Votre maman a déclaré à la radio de l'armée que c'était une victoire sur la vie. Ça veut dire quoi pour vous? Je pense que depuis cet attentat, l'importance de la vie est différente pour nous. Nous l'appréhendons différemment. Depuis l'attaque, tout a changé. Mais soudain, avec cette naissance, on regarde la vie avec un autre regard, on apprécie chaque personne qui se tient à nos côtés. La vie a une importance tellement plus grande après cela. Parce que vous savez, quand soudainement, la vie s'arrête brutalement, on comprend davantage l'importance de vivre, l'importance de la vie elle-même. Et quand mes parents ont décidé d'apporter une nouvelle vie dans ce monde, et que donc une fille est née, cela donne une leçon de vie justement. Est-ce que nous devons toujours nous concentrer sur ce que nous n'avons plus, sur des sentiments mauvais, sur une impression de fin de vie? Ou bien nous croyons davantage que la vie peut être aussi éternelle, qu'il faut apporter de la vie dans ce monde, par nos actions, par nos bonnes actions? C'est ce qui rend cette conception de la vie de manière différente, plus importante. C'est ce que nous appelons la victoire. Nous nous montrons et nous montrons au monde que la vraie raison de vivre, c'est justement de prolonger la vie et non pas de l'ôter. Est-ce qu'il y a un jour qui passe sans penser à votre sœur, au moment où vous avez été très gravement blessé, au moment où elle a succombé à ses blessures? Je ne pense pas qu'il ne se passe un jour sans que je pense à elle. Il n'y a pas d'heure sans que je pense à ma sœur. Elle me manque de plus en plus, au fur et à mesure que le temps avance. Mais elle me donne aussi tous les jours cette force. Elle est avec nous dans nos pensées. Le fait qu'elle soit présente dans cette volonté de vivre, elle nous donne cette force nécessaire. Elle est avec nous pour chaque chose que nous faisons, chaque événement dans notre vie. Elle fait partie intégrante de mon quotidien. Ce qui est extraordinaire, Dvir, c'est que juste après cet attentat, vous avez voulu retourner à votre activité de bénévolat au sein des secouristes du Magen David Adom. Et aujourd'hui, vous traitez, par exemple, les blessés, ceux qui pourraient, par exemple, être atteints du corona. Et malgré cela, eh bien, cette journée du Yom HaZikaron, vous allez devoir la passer à la maison et pas au cimetière. Quel est votre sentiment propre? Je pense avant tout que mon bénévolat au sein des secouristes du Magen David Adom et le fait de ne pas se rendre au cimetière le jour du Yom HaZikaron ne sont pas antinomiques. Au contraire, cela nous explique combien il faut sanctifier la vie. Nous pensons que ce monde est rempli de force et il faut s'en servir pour avancer, pour apporter du bon et de la vie dans ce monde. Mon activité au sein du MADA, c'est une manière d'aider les autres et concrètement de sauver des vies. Et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer la décision courageuse du gouvernement de ne pas permettre aux familles des victimes de se rendre au cimetière.
Le gouvernement nous dit en substance, nous voulons protéger vos vies. Nous ne sanctifions pas la mort. Et parmi ces familles se trouvent des personnes âgées, des personnes dites à risque, qui pourraient être en danger s'ils se rendaient dans les cimetières. Nous pensons que ceux qui ne sont plus là, tous ces saints dont nous commémorons aujourd'hui la mémoire, je parle des soldats tombés sur le champ de bataille, des victimes du terrorisme, eh bien, ils n'auraient pas souhaité que nous nous rendions les voir dans une telle situation. Ils auraient au contraire voulu que nous sanctifions la vie, que nous nous renforcions et qu'il ne faut surtout pas se concentrer sur ce qui nous manque, mais sur ce que nous avons. Et ça, c'est important. Merci Dver Schnerb d'avoir été avec nous, une belle leçon de vie à votre jeune âge. Merci et encore une fois tous mes vœux de bonheur pour cette naissance de votre jeune sœur. Merci à vous. Voilà, cette émission de Défense est terminée, spéciale consacrée aux familles et aux victimes des soldats qui sont tombés sur le champ de bataille et des victimes des attentats du terrorisme. Je vous souhaite une excellente semaine sur i24 News.